de Kinshasa, Monsieur le Président du Comité général des étudiants, Mesdames et Messieurs, membres du Comité général des étudiants de l'Université libre de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants de la grande Université libre de Kinshasa. Permettez-moi, avant mon propos, de vous adresser les chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par la même occasion, je vous salue parce que je suis là en tant que ministre au nom de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Ensuite, je voudrais vous exprimer tout l'honneur et le sens des responsabilités que je ressens au moment où je me tiens devant vous. À l'occasion des journées d'activités scientifiques, éducatives, sportives, culturelles de notre université dénommée ULK, Semaine ouverte. Dans le cadre de la clôture de l'année académique 2024-2025, dans ce beau cadre de notre université. Pour moi, l'Université libre de Kinshasa, ULK en sigle, est une institution avant-gardiste et pionnière de l'initiative privée dans la formation universitaire qui fait la fierté de notre système d'enseignement universitaire pour avoir formé des cadres de renom et constitue un exemple de succès et d'engagement des hommes et des femmes dans la recherche scientifique, la formation académique et universitaire de notre jeunesse, avenir et élite de demain dans notre pays, que dis-je, du temps présent aussi. Je remercie les organisateurs de cette activité, particulièrement le comité général des étudiants de l'ULK à travers son président pour l'invitation m'adresser ce jour en qualité d'intervenant afin de vous entretenir sur la justice dans notre pays sous le thème très évocateur, et je vais ici citer refondation de la justice congolaise, quel bilan pour les réformes récentes. J'attribue à cette invitation et à ce thème un double rôle. Le premier est celui d'informer la jeunesse et le deuxième, c'est de susciter en vous l'envie d'opérer aussi dans les secteurs de la justice. Martin Luther King a dit: la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais l'existence de la justice
pour tous. Cette citation est une illustration que depuis toujours, la justice a toujours été au cœur du développement de chaque société car elle constitue un élément de base sur lequel se construit et se structure la paix et la cohésion sociale pour le développement de chaque peuple, de chaque nation. Elle est le symbole et le ciment de l'humanité, de l'unité sociale lorsqu'elle est rendue et distribuée de manière juste et équitable. Dans Proverbe, chapitre 4, verset 34, il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Par là, on comprend à travers les Saintes Écritures que déjà au commencement de tout, la justice relève du sacré, consacre et symbolise la grandeur d'une nation et d'un peuple. À l'opposé, le péché, à travers l'injustice, affaiblit un peuple, une nation et conduit à la déstructuration de tout un pays. Parler donc de la refondation de la justice congolaise nous mène à parler de la refondation de la nation congolaise, de l'État congolais, car au cœur de la refondation de la justice congolaise, c'est la détermination de la refondation de la nation congolaise et de l'État qui est en jeu. C'est donc cette démarche qui a animé les pères de notre indépendance dans leur lutte pour la souveraineté nationale. Ce fut une lutte pour la liberté et non au nom de la justice, contre l'injustice et l'oppression. C'est dans ce sens que s'inscrit également l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment où il a pris ses fonctions à la tête de notre cher et beau pays. Et cet engagement, il nous l'a aussi transféré dans l'exercice de nos fonctions au ministère de la Justice. L'article 149, alinéa 3 et 4 de notre Constitution, tel que modifié à ce jour, dispose ce qui suit. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Cette disposition illustre, à mon sens, que les juges doivent savoir que lorsqu'ils décident, ils expriment la voix du peuple, sa volonté. Et j'ai toujours soutenu que chargés d'exécuter les décisions de justice sont les mains et les pieds du président de la République.
dans un état de droit, loin d'être une affaire des magistrats, des juges, des avocats et autres auxiliaires de la justice est et demeure avant tout une émanation du peuple et qui juge, magistrats dans leur ensemble, avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, huissiers et que sais-je, dire leur légitimité, indépendance et souveraineté comme pouvoir régalien. Cette légitimité du pouvoir régalien de juger doit s'appuyer sur la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi. Car en dehors de la loi, il n'y a pas de justice. C'est l'arbitraire, c'est l'anarchie. Comment alors remettre la justice au service du peuple? Mettre cette justice au cœur de la société, cimenter l'unité nationale autour de la justice. Comment assurer la justice comme un véritable service public au service de la population et non comme instrument de pouvoir au profit de celles et ceux qui l'exercent. Bref, comment rendre légitime l'incarnation du pouvoir judiciaire à travers ceux qui l'exercent au nom du peuple? Des pistes, des solutions pour la refondation. C'est dans cette dynamique et approche que nous amorçons et poursuivons les différentes réformes en cours dans notre justice congolaise en nous posant des vraies questions et en cherchant des réponses appropriées face au sentiment d'insatisfaction et d'injustice de nos concitoyens dans la manière dont la justice est rendue. C'est aussi dans cette optique que nous avons tenu successivement ces 2 dernières décennies les états généraux de la justice en 2015 et en 2024. Durant ces assises, l'engagement a été pris de trouver des solutions idoines aux maux qui rongent notre justice. Parmi ces maux, il y a la corruption, le corporatisme, le manque d'infrastructures, le besoin de formation, les sous-effectifs du personnel judiciaire, le manque d'indépendance, l'absence d'intégrité, l'impartialité et l'équité. Les pistes ou axes de refondation de notre système judiciaire en vue de son amélioration que nous avons tracé ces déclins en termes de valeurs et principes contenus dans les différentes recommandations successives des États généraux que je venais de citer tout à l'heure, c'est-à-dire ceux de 2015 et ceux de 2024.
Il s'agit donc des réformes à la fois normatives, mais aussi des réformes qui visent les acteurs du secteur de la justice. Je peux en énumérer quelques-unes. Garantie de l'intégrité des procédures à travers la protection des témoins, des victimes, des accusés. L'amélioration de l'accessibilité à la justice pour tous. L'accès à la justice pour tous. Le renforcement de la discipline dans la magistrature et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats. La réforme de l'administration et du système pénitentiaire. Le renforcement des pouvoirs de l'inspectorat général des services pénitentiaires et judiciaires pour une meilleure exécution des décisions de justice. Toutes ces mesures répondent au souci de mettre la justice au service du peuple et assurer la participation du citoyen dans la distribution de la justice grâce à une justice de proximité et une justice participative. La justice de proximité constitue un outil important de promotion pour l'atteinte de l'objectif de l'accès à la justice pour tous. Et nous voulons par là pallier à l'insuffisance du nombre de magistrats et de juges dans le pays et assurer l'installation de cours et tribunaux sur toute l'étendue de la République. Je voudrais ici rappeler que le standard international en matière de taux d'occupation de la population et d'un magistrat pour 5000 habitants. Or, notre pays est loin de ce ratio recommandé par le standard international. C'est ici l'occasion pour moi d'encourager les étudiants en droit d'embrasser les différentes professions du domaine du droit en tant que juge, avocat, huissier, notaire et autres pour faire la différence et participer à l'érection d'un véritable État de droit en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'actuellement, les conditions de travail de nos magistrats ne sont pas optimales. Ce qui n'est pas une fatalité. Cette situation est également vécue sous d'autres cieux. Nous y travaillons pour améliorer les conditions socio-professionnelles des magistrats. Nous investissons dans la formation de nouveaux magistrats et de leur affectation. L'accès à la justice, dois-je dire, est une œuvre qui doit connaître la participation de tous. Mais il est aussi prévu la promotion de ce qu'on appelle mode alternatif
alternatif des règlements des conflits en sigle MAC, que sont la médiation, l'arbitrage et la conciliation. Grâce au MAC, on peut s'assurer que le citoyen participe à la distribution de la justice, car, encore une fois, la justice ne doit pas demeurer une affaire des juges, car elle est l'émanation du peuple. Tous les juges tirent son pouvoir et sa légitimité. Dans ce sens, il y a en République démocratique du Congo un scientifique qui est en train de préparer sa thèse sur l'instauration de l'ombudsman en République démocratique du Congo. Entendez par ombudsman le médiateur. Qui dit médiateur veut dire un individu, un personnage d'une grande honnêteté et d'une grande respectabilité qui peut intervenir pour corriger là où l'administration n'a pas bien fait les choses dans la protection des droits de l'homme, ou même encore intervenir là où la justice a mal fonctionné. C'est une institution qui est vraiment à la mode. On la retrouve même au sein du système des Nations Unies. Dans les pays occidentaux, vous avez des médiateurs. Même dans certains pays frontaliers de la RDC, il y a des médiateurs comme mode alternatif des conflits. Et ce scientifique-là est en train de travailler pour qu'il y ait aussi un médiateur en République démocratique du Congo. Le rôle du médiateur ici sera, prenons un exemple simple. Vous assistez assez souvent à des tragédies où un papa a élevé tous ses enfants dans une parcelle. Tout le quartier, toute la commune, toute l'avenue sait que cette parcelle-là appartient à messieurs X ou Y. Du haut, peut-être laissé 90 ans d'âge. Alors que les enfants sont tous grands, ils sont déjà mariés et partis. Ce papa-là voit un jour un véhicule arriver avec des moellons pour dire le propriétaire de cette parcelle et de retour, vous devez partir parce que la patrie ne vous a jamais appartenu. Et les huissiers de justice prennent ces meubles, les jettent à l'extérieur, ils le foutent lui-même à l'extérieur, on lui dit que la parcelle ne vous a jamais appartenu. Les voisins peuvent venir pour crier et dire que la parcelle lui a toujours appartenu. Et le pauvre papa qui vous sort ces papiers de l'ONL pour justifier que c'est lui qui avait eu cette parcelle-là acquérie et qu'il a payé tout. Et donc il était étonné. On lui sort quelqu'un, par exemple de 35 ans, muni d'un certificat d'enregistrement et de tous les documents parcellaires que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'aux yeux de la justice, donc justice entendue sous l'angle judiciaire, c'est le monsieur de 35 ans, muni de tous les documents parcellaires qui est propriétaire, et donc lui, avec ses vieux papiers, et parfois même en train d'implorer pour dire, mais même Dieu est témoin. Lui, on le fout dehors. Mais non, dans les pays où l'ombudsman fonctionne déjà, si ce dossier-là est déféré à l'ombudsman ou au médiateur, le médiateur peut intervenir pour dire stop. Il y a la voie judiciaire qui mène à la vérité judiciaire, mais l'équité transcende
L'équité transcende ce que nous pouvons avoir comme système d'administration des preuves. L'équité, c'est ce que vous et moi nous sentons. L'équité, c'est ce que vous et moi nous voyons comme solution. Alors à ce moment-là, l'ombudsman ou le médiateur peut dire remettez ce papa-là dans ce lieu. C'est un mode alternatif de règlement des conflits et le scientifique qui est en train de travailler sur cette question, eh bien, votre humble serviteur qui vous parle en ce moment, donc c'est Samuel Mbemba Kabouya. C'est une thèse qui sera défendue l'année prochaine et les juristes que vous êtes, je vous invite déjà car c'est une thèse qui va révolutionner beaucoup de choses dans notre pays. Vous êtes témoins des gens qui décident de rester à l'extérieur et qui disent juste à la fin de mes jours, je dormirai à l'extérieur ici et lui reste dans la parcelle parce qu'ils ont fait leur montage. Cependant, le défi face à l'accès à la justice demeure multiples et sont d'ordre matériel, financier et humain. Ils sont principalement liés à la modicité du budget alloué au secteur de la justice et à la non-prise en compte des besoins réels de la justice. Il faut restaurer la discipline dans les corps des magistrats. La magistrature est un corps qu'on choisit de servir le pays. Au sein de la magistrature, on doit comprendre qu'on choisit de faire partie de l'élite, qu'on a choisi de servir dans la voie de l'honorabilité, de la dignité et du respect des principes qui transcendent parfois la conception humaine. Tout ce que je viens de vous dire relève de la justice au niveau national. En 3 minutes, parce que j'ai moi-même l'impression que j'ai déjà débordé, en 3 minutes, j'aimerais vous entretenir des réformes intervenues au niveau de la justice internationale. Dans notre pays, il y a de cela quelques temps, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé une machine que nous appelons justice pénale internationale. Et là-dedans, il a nommé une task force justice internationale. Et dans la configuration de l'actuel gouvernement, il a nommé un membre du gouvernement que je suis, qu'il a chargé des questions de justice au niveau international. Nous avons, depuis le moment où nous avons pris nos fonctions, fait le tour du monde, tour à tour. J'ai été à La Haye, donc au siège de la Cour pénale internationale, où j'ai leur dit que je venais avec un message de colère et d'incompréhension du peuple congolais qui, après avoir envoyé 2 renvois des situations, ne comprenait pas pourquoi la CPI ne réagissait pas, alors que si on regarde dans le monde entier, l'endroit par excellence où les faits qui relèvent de la compétence de la CPI sont commis, c'est en République démocratique du Congo. Nous sommes au mois d'août 2024. Je suis allé au CIRDI. CIRDI, c'est un mécanisme international rattaché à la Banque mondiale qui juge les conflits d'investissement. Et très souvent, c'est là où la République était condamnée à
payé des sommes incroyables, mais à la suite des procédures fallacieuses. Je suis allé à Arusha, où il y a le siège de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, mais aussi le siège de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Là, devant la Cour de justice de l'EAC, je leur ai dit que je venais demander que la requête déposée par la RDC contre le Rwanda soit examinée en toute diligence, parce que nous sommes nouveaux membres de cette communauté et nous arrivons, nous trouvons que le Rwanda est en train de violer en toute impunité les textes fondateurs même de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et je suis allé à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Là, j'ai dit que en Afrique, nous avons des institutions. Et il faut bien que les institutions africaines méritent la confiance que les États font à leurs institutions, le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Sous l'impulsion de l'autorité suprême du pays que j'ai cité, les résultats n'ont pas tardé. Attention, le thème que je suis en train d'exploiter concerne le bilan. Alors, les résultats n'ont pas tardé. Déjà en octobre 2024, vous avez suivi avec moi que le procureur de la CPI a publié un communiqué indiquant qu'il réactivait les enquêtes en République démocratique du Congo. Et il a même souligné que son bureau documentait même les faits actuels. C'est ce que beaucoup ignorent parfois. C'est qu'au moment où nous parlons ici, les exactions qui sont commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo sont documentées par la CPI. À vous, juristes, vous savez que dans le système de la CPI, on ne distingue pas nettement le fonctionnement du parquet et des juges. Parce que même pour déclencher les enquêtes, le procureur doit échanger avec les juges parce que ce qu'il récolte va passer par la chambre préliminaire avant d'avancer. Et donc, il faut dire de manière simple qu'actuellement, il y a un procès ouvert à la CPI contre ceux qui commettent des exactions en RDC. Et que, à tout moment, des mandats d'arrêt internationaux peuvent être lancés contre X et Y. Ceci est un grand résultat dans le cadre des réformes de la justice initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Demain, vers le mois de novembre, nous avons été appelés, c'était précisément le 26 novembre, nous avons été appelés devant la Cour de justice de l'EAC, où RDC et Rwanda ont comparu. L'affaire a été prise en délibéré en ce qui concerne les exceptions soulevées par le Rwanda. Un autre procès, c'est celui devant la Cour de justice de l'EAC. Et là, vous avez suivi dernièrement que la Cour s'est prononcée en faveur de la RDC et on a donné 60 jours au Rwanda pour répliquer aux accusations de la RDC et que très bientôt, le Rwanda, je puis vous le confirmer, le Rwanda sera condamné pour tout ce qu'il fait en République démocratique du Congo. C'est pour dire que sur le plan interne, le bilan actuel indique
un taux d'exécution de 0,6% des recommandations des États généraux de 2015. Actuellement, il n'est pas encore l'heure de faire le bilan concernant les États généraux de 2024. Nous sommes occupés à consolider les recommandations des deux États généraux afin de dégager une nouvelle planification de mise en œuvre des recommandations avec l'appui du souverain primaire sur qui doit s'appuyer magistrats, avocats et autres acteurs de la justice. Je vous remercie.